Sunday Night Production. Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la 2e saison du podcast Face à Face. Partez à la rencontre des femmes et des hommes de l'ombre qui œuvrent au succès de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leurs incroyables anecdotes. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, la saison 2 du podcast Face à Face par Groupama vous ouvre les portes des coulisses du cyclisme. Je vous emmène avec Groupama à la rencontre des hommes et des femmes de l'ombre. Ils construisent les succès et partagent les moments plus difficiles au plus près des coureurs. Aujourd'hui, je plonge dans les mystères de l'entraînement et de la data ou des data. Ils planifient, analysent, parlent chiffres toute la journée. Dehors, vous pouvez les reconnaître à la fumée qui sort de leur cerveau et aux 10 capteurs de puissance qu'ils ont en permanence dans les poches. Mais sont-ils vraiment les plus geeks de l'équipe? Ils vont tout nous expliquer et tout nous vulgariser surtout. Bonjour Anthony Bouillot et bonjour Olivier Mazneau. Bonjour. Vous êtes encore vivant après cette description. Je suis plutôt contente, tout va bien. Anthony, tu es passé par la Fédé française de cyclisme, la Fédération française de cyclisme, avant d'intégrer le groupe des entraîneurs de l'équipe Groupama FDJ en 2018. C'est ça. Et toi Olivier, tu es professeur agrégé de mathématiques. Oui, Attention, data scientist à temps plein depuis 2021. J'ai fait une reconversion, voilà, j'étais professeur de maths et puis depuis 2020, j'ai fait une formation pour être data scientist. Incroyable, et bien on va voir ça tous ensemble. Les présentations sont donc faites. Démarrons cet épisode du podcast Face à Face par Groupama avec la première question commune à tous nos invités. Que vous inspire l'endroit où nous sommes, le bus? Est-ce qu'on y monte beaucoup quand on est entraîneur ou data scientist? En ce qui nous concerne, nous les entraîneurs, oui, ça nous arrive régulièrement d'être dans le bus, puisque on est régulièrement sur les courses aux côtés des collègues comme les directeurs sportifs, les assistants, les mécaniciens. Et donc oui, ça nous arrive régulièrement quand même d'être sur le terrain, même si on a un côté un petit peu maison, à faire des planifications et des entraînements depuis la maison. On a aussi un côté un petit peu à travailler sur le terrain avec les coureurs et donc sur les compétitions. Olivier? Et moi, beaucoup moins. Moi, je suis vraiment plus une personne de l'ombre, la plupart du temps derrière mon ordinateur. Et C'est la première fois que tu montes dans le bus, non? Non, c'est pas la première fois, mais peut-être la 2e ou la 3e. Ah oui, Voilà. D'accord. C'est intéressant parce que toutes les réponses divergent. Mais il est confortable, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est au chaud, on va dire. Parle-t-on de performance? On va parler de performance. C'est quoi la performance? Qu'est-ce que c'est que ce terme? Comment on l'explique? Une équipe de vélo, on se doit d'avoir des résultats, d'être performante. Du coup, on comprend bien l'intérêt de ce terme. Et je dirais que plus globalement, c'est tout ce qui est mis en œuvre d'un point de vue scientifique pour être performant dans l'équipe. Alors ça va du travail sur l'aérodynamisme, de tout le travail qu'on fait avec Anthony sur l'entraînement. Et puis tout plein de petits trucs, la nutrition, c'est plein de pièces mis bout à bout qui sont au service de la performance. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Anthony? Ouais, non, je dirais d'une manière générale, la performance chez nous, elle est surtout chiffrée à travers le résultat qui est obtenu sur le terrain. On va dire c'est vraiment la performance. Et ensuite, elle est remontée, on va dire, pour faire en sorte d'acheminer et d'organiser les choses pour que les coureurs soient performants. Donc, on va dire, la performance en tant que telle sur le terrain, c'est le résultat. Et derrière, il y a toute une organisation pour faire en sorte qu'on améliore et qu'on optimise le potentiel de nos athlètes pour les rendre performants. Alors, on a compris que vous aviez 2 métiers différents dans ce pôle performance justement. Qu'est-ce que c'est, Anthony, un entraîneur de cyclisme aujourd'hui? Du coup, nous, l'entraîneur, aujourd'hui, dans l'équipe, il a un groupe d'athlètes, déjà, qui est réparti en fonction des qualités physiques, pour lesquelles on va orienter les coureurs vers un entraîneur ou un autre. Et ensuite, l'entraîneur, lui, va avoir le rôle de suivi, d'accompagnement. On dit toujours que l'athlète, c'est lui qui est acteur de sa performance, de son projet. Et nous, en fait, on est des accompagnateurs qui les aidons dans leur projet. Donc à planifier et à organiser les entraînements. Dans le suivi, pour certains coureurs, c'est un suivi presque au quotidien, où même si le coureur s'entraîne à la maison, on se doit d'avoir ce contact au quotidien pour avoir le ressenti de comment s'est passé l'entraînement, si on doit ajuster pour les jours d'après. C'est un petit peu complexe dans le sens où l'entraîneur de sport collectif a ses athlètes en permanence sur le terrain. Nous, on a parfois les athlètes avec nous, comme c'est le cas en stage, mais quand ils s'entraînent à la maison, on ne les voit pas forcément, et donc c'est pour ça que cette relation est importante pour avoir un vrai retour et une vraie collaboration de travail. Donc voilà un petit peu en quoi ça consiste rapidement,
C'est vraiment un travail de planification et de suivi à distance, on va dire, la majorité du temps. Et de psy, certainement, un petit peu aussi. On va en reparler, Anthony. Tu n'y échapperas pas. Et toi, Olivier, data scientist, Kesako, ça veut dire quoi? De manière générale, c'est celui qui gère la data. Mais de façon globale, voilà. Je dirais qu'au même titre que les entraîneurs aussi sont spécialistes de la data. Mais d'un point de vue sportif, d'un point de vue peut-être de la physiologie de l'effort, voilà. Moi, je suis spécialiste de la data, mais d'un point de vue informatique, mathématique. C'est-à-dire quand il s'agit de faire des statistiques, d'organiser les données, de créer des programmes. Mon métier s'apparente peut-être à un métier d'ingénieur informaticien avec une spécialisation data, où je crée par exemple des programmes de toutes pièces que les entraîneurs vont utiliser pour faire leurs statistiques au jour le jour, pour faire le suivi de leurs coureurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a ajouté? Du coup, c'est un métier qui est récent Oui, dans c'est le récent. cyclisme. Il me semble que je suis un des premiers à avoir été embauché, et ça fait que 2 ans, j'ai été embauché en octobre 2021, dans une équipe de cyclistes. C'est pas quelque chose de naturel. Évidemment, les métiers traditionnels, kiné, mécano, même entraîneur, c'est beaucoup plus naturel d'embaucher ce genre de métier dans une équipe de vélo. Et puis, moi, c'est un peu dans l'air du temps aussi. La donnée est partout, il y en a de plus en plus. Alors, les entraîneurs, ils m'ont pas attendu pour traiter de la donnée. Et enfin, notre chef à nous, Fred Grapp, ça fait des années, lui, depuis qu'il est dans le vélo, même fin des années 2000, il gérait déjà de la donnée, mais avec des outils qui existaient, donc que ce soit des logiciels, un tableur Excel. Moi, je vais permettre d'amener de la nouveauté, de créer des programmes de toutes pièces. Du coup, l'innovation, elle passe aussi par ce genre de métier. Ça a soulagé quelque chose, Anthony, pour vous au quotidien? Ouais, clairement, c'était une demande, nous, dans le pôle performance et des entraîneurs, d'avoir une personne ressource comme Olivier on voit à travers les dernières années qu'avec l'utilisation du capteur de puissance et tous les autres capteurs et toutes les autres données qui peuvent graviter autour des athlètes. Ça peut être quoi d'ailleurs? C'est quoi les autres données, les capteurs, en dehors du capteur de puissance? La fréquence cardiaque, ouais. On va avoir la vitesse, voilà, tout un tas de variables comme ça. On voit aujourd'hui même que ça a été polémique un petit peu ces derniers temps, le capteur de glycémie qui est utilisé aussi pour le suivi de la glycémie des athlètes. Voilà, c'est toutes des données qui vont graviter autour de l'athlète et qui vont nécessiter une analyse particulière. Au même titre que nous, ces dernières années, on a collecté beaucoup de données et on avait besoin à un moment donné de recentrer ces données, de faire des statistiques, d'avoir un vrai historique de données aussi. Par exemple, quand on réalise une séance spécifique comme de la PMA, puisque c'est le type de séance que le grand public... Puissance maximale aérobie. Voilà, c'est ça, que peut connaître. C'est le professeur qui a parlé là. C'est ça. L'avantage, c'est qu'on a un vrai historique des séances qui sont réalisées par les athlètes et quand un coureur réalise ce type de séance, on peut aussi rapidement comparer avec ces données de référence. Donc, il y a un vrai historique et traitement de données de fond qui est facilité avec ce genre de profil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas un mathématicien, quelqu'un qui explore les chiffres, en fait, Olivier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce métier. Oui, avant tout, je suis sportif. Oui, et passionné, en fait. J'ai grandi dans le sport. Ouais. Mes parents sont professeurs de PS. Et moi, j'ai fait de l'athlétisme en compétition. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir ce point de vue-là, savoir ce que c'est que de pédaler. D'école, j'en fais depuis que je suis tout petit. Donc, c'est quand même aussi pour ça que j'ai pu avoir ce poste-là. C'est comme toi, hein, d'ailleurs, en tant qu'entraîneur, évidemment, si on ne connaît pas ce dont on parle, en tout cas, c'est compliqué. C'est toujours plus simple. Oui. Ouais. Est-ce que ces datas servent à l'ensemble de l'équipe, du coup? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, l'ensemble des coureurs et même, de manière plus générale, l'ensemble de l'équipe. Aujourd'hui, par exemple, on est en train, avec mon collègue Victor Scholler, de refaire la plateforme de l'équipe. Et du coup, c'est une plateforme qui va bénéficier à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de data. Il n'y a pas seulement les data des coureurs. Pour un data scientist et aussi data, tout ce qui est donné, qui transite par Internet. C'est très large. Ça ne concerne pas que les coureurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de données qui concernent l'encadrement, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Et le médical aussi, par exemple. Ça peut être quoi, des données pour l'encadrement, par exemple? Des données notamment sur la logistique, la gestion de stock, par exemple. Donc ça, c'est tout aussi des données, c'est de la gestion de data, mais qui va être plus sur un versant staff. On parle toujours des coureurs, la puissance, tout ça, mais quand on va d'une manière plus générale sur les data, ça représente ça, la gestion de stock et tout ce genre de chiffres. Donc, oui, ne serait-ce que quel coureur va sur quelle course, tout ça, c'est dans notre plateforme, c'est rentré, et c'est aussi de la data qu'il faut gérer. En fait, c'est faciliter les choses au quotidien, voilà. c'est un peu ça.
Moi, mon objectif, c'est de permettre aux gens de leur faciliter la vie à travers des outils numériques. Oui, c'est assez intéressant en tout cas de voir ça. On a compris comment vous arriviez à travailler un peu tous les deux. On a compris dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Est-ce que, Anthony, qu'est-ce que toi tu communiques à Olivier notamment ? En fait, nous, de notre côté, ce qui va se passer, c'est que le coureur qui s'entraîne avec son capteur de puissance ou alors qui fait une compétition avec ce capteur, il va avoir à la fin un fichier. Ce fichier-là passe par notre plateforme. Nous, on va analyser ces fichiers-là. Et ensuite, via le travail d'Olivier, on va pouvoir avoir accès à une vraie base de données. Donc, on transfère les fichiers aussi à Olivier. Et derrière, il va y avoir toute cette analyse statistique, la réalisation de l'historique de données du coureur qui transite ensuite entre nous. Ça, l'historique, c'est depuis le début de la carrière jusqu'à la fin de la carrière ? Ou en tout cas, au moment où il est ici ? Ouais, On va pouvoir remonter jusqu'au premier fichier qu'on a des coureurs. Ouais, donc des fois qui viennent d'autres équipes aussi, par exemple ? Ouais, c'est possible. Ouais. On s'en sert aussi dans le cadre de la détection. Là, on parlait surtout des séances qui sont réalisées par les athlètes, mais dans le cadre de la détection, il arrive qu'on ait un coureur, par exemple, qui nous intéresse. On récupère l'ensemble des données qu'on transmet à Olivier, qui lui va réaliser toutes les analyses qui nous intéressent à nous, parce qu'on lui dit ce qu'on voudrait exactement pour voir si le profil correspond à nos attentes. Olivier fait toute cette analyse-là, nous fait un rapport, et ensuite, en fonction de ça, on voit si c'est intéressant ou pas. C'est arrivé d'avoir des surprises, c'est-à-dire d'être convaincu de vouloir quelqu'un, et puis finalement, en analysant les données, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça ? D'être complètement à côté de la plaque ? Il peut y avoir des surprises dans le sens où il y a des coureurs qui peuvent avoir des hautes valeurs de puissance, un brut, intrinsèque, et puis ça se voit pas dans les résultats, effectivement. Ça arrive, plutôt positif, en fait. Ouais. Encore une fois, il y a vraiment l'attitude en course et les données qui vont être derrière, et c'est vraiment cette relation-là qui nous intéresse vraiment, parce que, comme disait Olivier, des fois, ça va arriver qu'un coureur puisse être très fort, par exemple physiquement, mais qu'on ne le voit pas. Et c'est aussi ce qu'on peut retrouver dans un profil équipier, où des fois on a des coureurs qui sont très forts, mais ça se concrétise pas forcément par du résultat. Je vous propose qu'on mette les pieds dans le plat, du coup, parce que depuis tout à l'heure, on dit un coureur, les coureurs, on n'en a pas nommé un seul depuis c'est tout confidentiel. à l'heure. Oui, ça j'imagine, mais moi j'ai le droit de vous lancer avec quelque chose de connu en plus, puisque on va prendre l'exemple du dernier Tour de France et de David Gaudu. David Gaudu qui a terminé à 23 minutes de Vingegaard, ou Vingegaard, ça dépend comment vous voulez prononcer son nom, donc le vainqueur du Tour de France, mais qui termine 9e, c'est-à-dire premier français top 10, et qui surtout avait des choses intéressantes à nous raconter sur ses performances. On l'écoute et puis on revient dessus juste après. Qu'est-ce qui ressort justement après, à froid, quand on analyse un petit peu avec votre entraîneur, avec David, les chiffres, quand on regarde ce qu'on a fait et ce qu'on perd encore ? Pas grand chose, qu'on est proche de nos maximums tous les jours, que certaines journées on bat ou voire on explose même des fois nos records. Donc voilà, après ça reste des chiffres, il faut pas rester focalisé et bloqué là-dessus, mais ça prouve une chose, c'est qu'en tout cas je suis pas arrivé à 90% ou avec la forme du Dauphiné sur le Tour. Donc ça me prouve au moins ça prouve aussi que voilà on avait bien géré cette approche du Tour de France. Après c'est comme ça, mais faut pas rester à ça, parce que voilà, il suffit d'une journée pour tout éliminer. C'est ça. Qu'est-ce que c'est difficile finalement, parce que il était attendu, il a terminé 4e du Tour l'année d'avant. Finalement, là, il fait 9e. On a l'impression, nous, dans les médias, que ça a été traité comme une performance un peu en demi-teinte, voire une contre-performance. En fait, il est premier alors français. Que peut-être le niveau était simplement plus relevé. Et lui, en fait, il a été chercher des performances incroyables individuelles. Comment on vit ça de l'intérieur ? Disons que c'est une comparaison forcément qui interpelle. Quand on écoute l'interview de David comme ça peut interpeller. Après, il faut aussi se rendre compte que chaque année, le niveau, il évolue aussi dans toutes les équipes. Tout le monde travaille, tout le monde s'organise, comme on le disait tout à l'heure, dans la performance pour faire en sorte que les athlètes progressent. Donc, dans toutes les équipes, les athlètes progressent. Et il faut bien considérer que si un athlète ne progresse pas d'une année sur l'autre, dans le classement, il va régresser. Parce qu'en face, les autres travaillent, les autres progressent. Donc, que David batte ses records, c'est une bonne chose, parce que c'est ce qui est attendu, c'est ce pour qu'on travaille. Mais il faut aussi se dire qu'en face, les autres athlètes progressent et battent certainement leurs records. Donc, comme on dit, en fait, les records, ils sont faits pour être battus. On dit toujours ça aux coureurs, notamment les jeunes coureurs qui ont encore une carrière assez longue devant eux. Donc
Et c'est aussi une question de densité parce que, par exemple, si on prend le cas de David, l'année où il a fait 4e, il y avait voilà, les 3 premiers puis David. Et on s'est rendu compte en analysant aussi les données et en prenant un petit peu plus de recul qu'au niveau de la 3e place de Geraint Thomas en 2022, en 2023, il y avait beaucoup plus de coureurs qui étaient de ce niveau-là et naturellement ça mettait plus de concurrence et ça rendait la tâche un petit peu plus difficile pour réaliser la même performance en 2023. Donc voilà, c'est un ensemble de paramètres qu'il faut aussi analyser avec du recul et pas forcément toujours à froid, même si en l'occurrence les records étaient battus. Quand on regarde un petit peu plus à froid, on se dit que oui, ils étaient battus, mais il y avait aussi d'autres coureurs qui étaient là. En fait, ce qui est hallucinant, Olivier, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une deuxième lecture en fait. Ça apporte une autre lecture que le point qu'on a sur le moment et peut-être est-ce que c'est la vérité finalement? Oui, parce est-ce que la les datas lecture, sont la vérité? des journalistes et des gens, c'est la place au final. C'est 9e, l'an dernier il avait fait 4e. Mais effectivement, il y a les données brutes déjà, puis au-delà des données brutes, il peut battre ses records, mais on peut optimiser d'autres paramètres pour faire en sorte qu'il soit peut-être au même niveau de puissance, mais que ce soit mieux géré. Je sais pas, dans son tour par exemple, il a peut-être eu 2-3 passages moins bien les jours clés. Donc effectivement, on peut aller chercher aussi des enseignements de ce côté-là. On peut battre ses records un jour, et du coup être au contact des meilleurs. Si le lendemain, on a un jour sans, alors ok, on a battu ses records la veille, mais si on perd 2 minutes le lendemain parce qu'on a un jour sans, naturellement, dans le classement général... Et c'est ce qui s'est passé, sur le tour. Il a eu un ou 2 jours passants, mais moins bien, alors que c'était des jours clés. Et ça aurait été différent peut-être que s'il avait été mieux ces jours-là. Quel sport ingrat quand même, ce cyclisme qu'on aime tant. Mais c'est quand même c'est difficile, parce que finalement, les moments très hauts sont finalement assez rares. C'est quoi un coureur bien entraîné ? Un coureur bien entraîné, c'est un coureur qui déjà est sérieux à l'entraînement. Parce que, comme je le disais, c'est des coureurs qui sont à domicile, donc qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes et qui ont vraiment ce sérieux et cette rigueur à l'entraînement de suivre un programme bien précis. Ça veut dire pas forcément beaucoup en faire ou trop en faire, c'est aussi ça le piège. Ouais, c'est ça exactement. Il faut savoir bien placer le curseur où il faut et aussi selon la période, parce qu'il y a des périodes, notamment par exemple en reprise comme actuellement, où les coureurs ont seulement quelques semaines d'entraînement. On a aussi un rôle important ici de parfois les freiner, parce que des fois les conditions météorologiques sont pas forcément bonnes et les coureurs sont ultra motivés, donc ils vont vouloir en faire plus à cette période. Et des fois notre rôle c'est aussi de freiner un petit peu pour pas non plus aller trop en sur-régime et s'user entre guillemets mentalement, parce que du coup les échéances importantes et les objectifs de l'équipe sont un petit peu plus lointains, donc il faut vraiment faire attention à ça, comme je le disais, à placer le curseur au bon endroit. Et aussi, comme on dit toujours, notre rôle aussi, c'est parfois, donc on est orienté sur l'entraînement, mais ce qui permet à l'athlète de progresser, surtout, c'est de récupérer d'un certain entraînement, d'une certaine charge de travail. C'est ça qui le fait progresser. Donc on insiste souvent aussi sur la récupération à la maison, parce que c'est cette récupération qui fait progresser en finalité. Ouais, et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier non plus. Et à ce propos, moi j'étais étonné quand je suis arrivé dans l'équipe, c'est le volume. Je pensais que les coureurs faisaient beaucoup plus de volume d'entraînement. Qui faisait plus de bornes, concrètement. Effectivement, je pense que Anthony peut confirmer, il y a 20-30 ans, les coureurs roulaient beaucoup plus. Aujourd'hui, l'entraînement, il est beaucoup plus qualitatif. Beaucoup plus ciblé. Ça rejoint aussi un petit peu cette, comme j'en parlais, cette fatigue mentale, où aujourd'hui, le niveau des courses, autant à l'époque, je pense, parce que je suis pas dans le milieu depuis très longtemps, mais il y avait des courses, quand on entend les collègues en parler, il y avait des courses un petit peu qui servaient d'entraînement. Les coureurs arrivaient sur les courses pour s'entraîner. Aujourd'hui, on est à la reprise en Europe, au Grand Prix de la Marseillaise. On se rend compte que le niveau est déjà très élevé. Tous les coureurs sont en forme, tout le monde va s'entraîner au soleil. Et donc, ça veut dire que sur toutes les courses, il y a aussi un niveau d'exigence et un niveau sportif qui est plus élevé. Et à partir de là, ça veut dire qu'il faut aussi s'entraîner plus à la maison, mais de manière plus qualitative. Voilà, comme ça veut dire qu'il faut gérer ça de janvier à octobre aussi. C'est ça, ouais. Les creux, les moments de mais les moments de récupération aussi sont importants. Moi, j'ai été étonné de voir des semaines où les coureurs ne roulent pas après un grand tour, par exemple. Et ils ont besoin, effectivement, je pense que c'est une bonne chose, ils ont besoin de ces moments de récupération. La question n'est pas simple, mais il y a une notion d'erreur, forcément, dans le cyclisme, parce que, justement, tout est vu par des chiffres, donc on essaie d'expliquer ça par cette manière-là. Est-ce qu'on peut faire des erreurs dans la planification d'un entraînement et quelles sont les erreurs qu'on peut faire, en fait, et surtout, à quoi elles sont dues, ces erreurs, souvent ?
Bien sûr, on va dire que l'erreur est humaine et ça arrive, hein. Mais les erreurs qui peuvent être réalisées, c'est vraiment peut-être une gestion de la charge, hein, de travail tout simplement. Parce que ce qui importe quand un objectif est fixé par l'équipe, c'est d'amener le coureur à être performant pour cet objectif. Et parfois, donc, la gestion de la charge de travail fait que le coureur va peut-être arriver à son 100% de niveau de performance, mais peut-être pas tout à fait dans le bon timing. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment arriver à bien gérer ce qu'on appelle l'effet un peu dose-réponse, c'est-à-dire entraînement et puis le niveau que vous allez avoir derrière pour l'amener dans le bon timing. C'est pas seulement je dois l'amener à son top niveau, c'est surtout je dois l'amener à son top niveau au bon moment. Et des fois, il peut y avoir des erreurs où on peut amener le coureur à son top niveau, mais peut-être avec un petit décalage par rapport au moment qui était souhaité à la base. Ça veut dire quoi? Connaissance du corps humain, mais connaissance psychologique aussi, justement? Il faut mêler tout ça? C'est quoi les critères? Pas des performances du coureur, mais aussi, c'est la notion d'individualisation de l'entraînement aussi. Je pense que tous les coureurs ne se comportent pas pareil. Et là, j'imagine que Gros travail Anthony aussi. est plus à même de vraiment savoir ce qu'il faut, quelle est la planification de l'entraînement pour tel coureur, quoi. Et cette planification est très différente au final d'un coureur à l'autre. Oui, en même fonction si- des objectifs, en fonction du profil du coureur. Oui, mais même s'ils ont les mêmes objectifs et le même profil, justement, il y a forcément d'autres choses Oui. qui viennent en plus C'est différer ça. dans tout Ouais, ça. Oui. clairement. Et puis, puisqu'on parlait de psy, on va peut-être pas utiliser le mot psy, mais sur la partie mentale, du moins, c'est vrai que nous, notre rôle, il est important dans la relation avec le coureur, parce que plus on va avoir une bonne relation, notamment au quotidien, plus on va avoir d'informations aussi sur l'état du coureur, comment il se sent. On a parfois certains coureurs qui se connaissent très bien et qui vont naturellement ajuster l'entraînement qui est prévu, parce que du coup, en fonction du quotidien, ils ajustent ça en fonction de leur ressenti. Et c'est Ça très bien. arrive très jeune aussi, ou c'est seulement l'expérience professionnelle qui permet ça? Ça peut arriver jeune, mais on le retrouve quand même plus souvent chez des coureurs d'expérience Mhm. qui se connaissent bien et qui vont ajuster vraiment en fonction de leur ressenti et de leur connaissance. Donc ça, on va dire, ces coureurs-là expérimentés vont le faire plus naturellement. Et à contrario, chez des jeunes, on va plus avoir un rôle à devoir nous ajuster, à devoir prendre des infos régulièrement. Et quand on sent qu'il y a, par exemple, un niveau de fatigue un petit peu trop élevé par rapport à ce qu'on avait planifié, à ce moment-là, on allège un petit peu l'entraînement pour toujours être un petit peu au curseur qu'on avait prévu. Ça veut dire qu'il faut accepter des deux côtés de se parler franchement, Ouais, en fait. clairement. Mais ça fait aussi partie de la relation entraîneur-entraîné, d'être honnête et de se dire les choses. Parce que du coup, si on n'est pas dans ce process-là, eh ben, on va partir dans une démarche et on risque justement de passer à côté des objectifs qui ont été fixés. Donc, à partir du moment où on a intégré ça, bah voilà, c'est clair qu'il faut y aller et se dire les choses pour maximiser les chances d'être prêt le jour J. Alors, il y a des coureurs qui sont très intéressés par tout ce qui est entraînement et data. Il y en a même un dont tu as le maillot juste derrière toi, Olivier, Valentin Madoise, champion de France, qui va nous raconter qu'il a fait sa fin de stage d'études dans le domaine de la data au sein de l'équipe. On va écouter ce qu'il en raconte justement. C'est assez intéressant, j'imagine, pour vous et pour toi, Olivier, d'avoir ce genre de profil dans l'équipe. Pour valider mon diplôme d'école d'ingénieur et ma 5e année, j'ai dû faire mon stage au sein de l'équipe. Enfin, c'est moi qui ai pris la décision déjà avec l'accord de l'équipe de le faire au sein de la société, gestion de l'échappée, pour m'aider à combiner mon métier de coureur cycliste et également valider mon diplôme. Donc on a pris la décision de travailler avec Olivier, notre data scientist. Et j'ai travaillé un peu en collaboration avec lui sur les idées qu'on pouvait avoir du terrain et les données pour lui qui va traiter toutes les données. Donc pour être un petit peu plus clair, en gros, lui faisait une partie du codage et moi je lui disais tiens, ce serait bien que tu ailles dans cette direction pour pouvoir améliorer entre guillemets lui son codage et qu'on puisse aussi gagner du temps, parce que lui qui travaille souvent à Paris, qui est pas énormément sur le terrain, ça permettait d'avoir une personne qui pouvait lui donner des idées de quelle direction où aller. Et puis lui, s'il avait besoin également de mon aide sur certains paramètres, il m'en faisait part et ça s'est un peu passé comme ça. Après, il me reste encore mon rapport à écrire que je vais faire rapidement, parce qu'il faut que je passe mon entretien fin janvier pour tout valider. Quelle belle personnalité ce Valentin Madoise. C'est sympa. Mais non, c'est très intéressant de dialoguer avec quelqu'un comme Valentin. Je pense à Valentin Madoise, mais aussi Stefan Kung. C'est des coureurs qui ont un profil scientifique. Donc, ils n'ont pas peur des courbes. On peut parler avec eux de données techniques. Et même eux, ils ont leur regard de coureur. C'est-à-dire que moi,
Le souci que j'ai, c'est que je traite les données au quotidien, mais je les vis pas. Et effectivement, et du coup, c'est intéressant de discuter pour avoir l'avis des coureurs. Et un coureur comme Valentin, il est ingénieur. Effectivement, c'est intéressant de travailler avec lui. Est-ce qu'on va plus loin quand on a un profil comme celui-là dans ce qu'on peut faire avec les datas, justement? C'est plus à l'entraîneur, ça, parce que moi, C'est pour ça qu'il disait oui, il faisait oui comme ça, Anthony. Non, c'est ça, oui. Non, je pense qu'avec ces coureurs-là, on peut aller plus loin, justement, parce qu'on peut se permettre parfois de tester des choses, parce que le coureur a la compréhension de la donnée, mais il a aussi un certain recul de cette donnée, c'est-à-dire qu'il ne va pas être dépendant non plus de cette donnée. À contrario de certains coureurs qui, des fois, maintenant, sur les jeunes générations, sont très, très dépendants des données, et que si le jour, par exemple, les données ne sont pas bonnes, vont vite être perturbées. Valentin est très ouvert sur les données, mais il a aussi le recul. Et comme disait Olivier, Stéphane est un petit peu dans ce profil-là, très intéressé dans l'évolution, dans le côté scientifique, mais quand même avec un certain recul via leur expérience de coureur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup dans l'équipe, à la fois envers les autres coureurs, mais aussi dans la relation avec le staff, parce que le staff ne pédale pas, n'est pas sur le vélo, et d'avoir des coureurs support comme ça dans l'échange, c'est vraiment très important dans l'évolution d'une équipe. Vous parliez de Stephen Kung, ça me permet de rebondir sur une question. Vous avez des spécialités en tant qu'entraîneur les uns les autres. Toi, c'est quoi ta spécialité à toi? Sur la recherche et le développement, notamment sur le contre-la-montre, ouais. C'est pour ça que je parlais de Stephen Kung. Quel lien incroyable. Non, mais c'est important aussi d'avoir des domaines comme ça. Vous échangez entre vous dans le pôle entraînement, justement, parce que j'imagine que vous avez chacun des coureurs, en fait, dont vous vous occupez. Est-ce que vous pouvez échanger sur les coureurs des autres? Oui, bien sûr. Dans le pôle des entraîneurs, on réalise des réunions régulièrement, justement pour partager ce genre d'informations. On est plusieurs des entraîneurs à avoir différentes spécialités, que ce soit la recherche et développement. Dans mon cas, je m'occupe aussi de tout ce qui est position, bike fitting des coureurs, que ce soit sur le vélo de route ou le vélo de contre-la-montre. Donc on est obligé aussi à un moment donné de se réunir et de partager ces infos aux collègues, parce que si chacun travaille dans son coin, c'est pas forcément très productif. Bien sûr. On a l'avantage de tous être à Besançon quasiment. Oui. Donc on se voit au quotidien, on peut discuter. C'est pas un souci, ça. On échange régulièrement. Oui. C'est un avantage qu'on ressort beaucoup de ce côté-là, en tout cas de ces rapports et de cette proximité que vous avez. On a parlé de Valentin Madoise, de Stephen Kung. Il y en a d'autres dans l'équipe qui sont très portés data, performance. Peut-être des jeunes, oui, certains jeunes. Ouais, je dirais un coureur comme Romain qui arrive, qui est assez jeune, mais qui a quand même déjà un certain niveau de maturité sur... quand je dis maturité, c'est le recul qu'il peut avoir sur les données dans les jeunes. Et puis, il y en a certainement d'autres aussi, mais je pense que c'est ceux qui peut-être ont le plus Parce que ça, c'est vrai profil. Que l'interprétation des données peut être un vrai danger. C'est-à-dire que les données de puissance, c'est comme toutes données, elles sont plus ou moins fiables. Par exemple, elles peuvent ne pas être fiables et les capteurs peuvent avoir... pour diverses raisons. Et des fois, il faut savoir pas prendre les données pour ce qu'elles sont, mais avoir un regard critique là-dessus. Ça doit être très dur quand c'est lié à sa performance. C'est-à-dire, on doit forcément se dire, là, c'est très clair, j'étais pas dedans ou quoi que ce soit, en fait. Ça doit être très, très dur de s'éloigner de ça. Oui, ça doit être dur pour un coureur de se dire, là, je suis pas au niveau. Effectivement, mais je pense qu'un coureur qui se connaît bien, qui marche quand même beaucoup à la sensation, et je pense que des coureurs comme Valentin ou Stéphane, ils ont beau être intéressés par les data, c'est des coureurs qui vont marcher aussi, ils vont faire attention. Alors, ils ont une perception fine de leur ressenti sur le vélo. Et du coup, ils vont savoir prendre du recul sur leurs données. Le jour où ils sont moins bien, par exemple. Par exemple, ouais. Et parce que moi, par exemple, je suis pas du tout... les maths, pour moi, ça me parle pas du tout. Là, je me sens pas submergée, mais j'ai l'impression qu'il y a des données partout. Est-ce qu'on peut être submergé des fois, justement? Est-ce qu'il y a des tris à faire? Est-ce qu'il y a un truc à mettre avant tout? Comment on fait dans ces cas-là quand on a 150 000 données? Après, le tri, il est fait par nous, par les entraîneurs. Mais à ce propos-là, oui, moi, mon boulot, c'est aussi d'apporter de la lisibilité. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose que j'ai fait cette année, c'est essayer de transformer les tableaux de données, c'est-à-dire les comptes rendus des séances des coureurs. Souvent, avant, c'était des tableaux de données, donc des fois un petit peu ingrat à lire. J'essaie de plus en plus, on essaie de mettre du visuel, c'est-à-dire à remplacer les tableaux par des courbes. Et effectivement, j'ai eu des retours plutôt positifs de coureurs qui disaient, là, vraiment se présenter sous forme de graphique. Le compte rendu d'une séance, je sais pas, de fractionné, c'est plus clair, on voit mieux les choses, quoi. J'ai eu ce genre de retour.
Ça, c'est chouette. Parce Oui, que... ça fait partie de notre relation aussi Ouais. avec Olivier, de dire ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque jour, donc le coureur va réaliser une séance, va mettre son fichier sur la plateforme, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et ensuite, nous, les entraîneurs, on va analyser ce fichier-là donc tous les jours et faire un retour au coureur. Et donc, pour chaque thématique de séance, on échange avec Olivier en disant pour telle thématique, on voudrait avoir tel retour de données pour automatiser tout ça. Et derrière, on fait le retour au coureur pour essayer de ressortir l'info essentielle. Parce que comme on disait, il y a beaucoup de données. Le but, c'est pas de balancer toutes les données et puis que le coureur soit noyé dedans. C'est vraiment de ressentir l'information essentielle de cet entraînement-là pour que le coureur puisse, d'une manière assez simple, lire le compte-rendu de la séance et intégrer ça, sans qu'il y ait trop de choses qui gravitent autour et qui ne soient pas essentielles. Bien sûr que ça ne vienne pas perturber quelque chose. Clairement, ouais, c'est ça. En plus, est-ce qu'il y a des coureurs qui n'aiment pas les datas et les données? Alors, on a beaucoup collé cette étiquette à Thibaut Pinot, par exemple. C'était le cas? Oui, j'ai une anecdote à ce propos concernant Thibaut. C'est que son frère, par exemple, disait que Julien Pinot, qui est juste entraîneur, hein, d'ailleurs, en passant. que malgré qu'il ait cette étiquette, il avait une perception très fine des niveaux de puissance, c'est-à-dire qu'il était capable presque de prédire les niveaux de puissance qu'il arrivait à développer. Et il disait même, Julien, il a une perception que beaucoup de coureurs n'ont pas. Donc du feeling qu'il aurait développé autrement. C'est-à-dire d'associer un niveau d'intensité à un niveau de puissance. Les yeux, on lui bande les yeux, on lui dit là t'as fait quelle puissance. Il peut pas regarder son compteur. Donc il aimait pas les compteurs, mais il en était un lui tout seul en fait. Voilà, en fait, tout dépend de la façon dont on l'interprète. Parce qu'en fait, Thibaut, moi j'ai couru avec lui en junior, et en fait en junior il était déjà suivi par FDJ et il avait déjà un capteur de puissance à cette époque-là, ce qui fait qu'il s'est toujours entraîné quand même avec un capteur de puissance. Il a couru avec un capteur, mais je pense qu'il faut dissocier son rapport avec le capteur à l'entraînement et en compétition. Parce que je pense que le capteur à l'entraînement, il l'a toujours eu et ça lui a jamais posé problème. Par contre, où il était un petit peu plus, pas réticent, mais où il mettait souvent un petit bémol, c'est avec le capteur en course, où des fois il entend des jeunes qui disaient « Purée, aujourd'hui j'ai battu mes records, mais je suis même pas dans le classement, ou alors je suis très loin ». Lui, pour lui, la course, c'est avant tout le résultat sportif et pas le résultat du capteur de puissance. Donc je pense qu'il faut bien... D'ailleurs, c'est ce que tu as dit au tout début du podcast. Hein. Tu as dit la performance, c'est le résultat de la course. C'est ça. Mais je pense que lui est un très bon exemple de ça. Ouais. C'est pas qu'il est anti-capteur de puissance, c'est qu'il... Lui, avant tout, sur le terrain, c'est le résultat brut qui l'intéresse, quelle que soit la puissance finalement qui est produite. Mais par contre, s'entraîner avec un capteur, ça lui a jamais posé de problème. Et justement, le fait qu'il ait ce rapport au capteur de puissance depuis qu'il est très jeune fait que, oui, comme disait Olivier, on lui enlève le capteur, ou du moins, si on lui cache le capteur de puissance, il est capable de nous dire à quel niveau d'intensité il est. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Parce qu'il associe vraiment le ressenti avec le niveau de puissance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et qui en plus doit faire partie de la personnalité à un moment aussi, c'est-à-dire que se connecter à son corps, c'est aussi une partie de personnalité. C'est ça, de savoir aujourd'hui, voilà, j'ai moins bien dormi, et de vraiment associer ça. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, les coureurs à l'entraînement sont en capacité d'ajuster leur entraînement le jour J, parce qu'ils ont cette connaissance de leur propre corps d'un jour à l'autre. Et c'est très riche pour le coup de suivre des coureurs qui se connaissent très bien. Alors Thibaut avait toujours 33 ans quand il arrête sa carrière, mais est-ce qu'il y a encore des jeunes coureurs aujourd'hui qui arrivent et qui vous disent moi je veux pas entendre parler de données ou très peu? Non, c'est le pas... contraire, c'est le contraire. Ouais. Justement, on voit des différences entre les jeunes qui sont... ils grandissent avec ça maintenant, donc pour eux c'est des automatismes. Et on voit d'ailleurs des différences... On regarde une courbe de puissance entre certains coureurs jeunes et certains plus anciens. On va voir à la tête de la courbe quel type de coureur on a à faire. C'est-à-dire, on a des coureurs, par exemple, leur courbe, elle ressemble à une courbe en escalier. C'est-à-dire qu'ils se fixent des zones de puissance et ils s'y tiennent. Donc, ils doivent s'entraîner les yeux rivés sur le capteur et pas bouger de leur zone, quoi. Et ça, c'est vraiment particulier chez... 2 ou 3 de nos coureurs, et chez les plus vieux en général ils courent à la sensation à l'entraînement. Alors quand ils ont leurs exercices de fractionnés, là ils ont les puissances cibles et puis ils font le travail, mais sinon ils courent sans forcément être les yeux rivés sur et en course. Parce que moi j'ai des exemples en tête de coureurs, alors pas forcément chez vous, mais qui sont la tête sur le capteur pour voir comment ils sont. Est-ce qu'en course c'est peut-être pareil? Qu'ils sont la tête sur le capteur, mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent quand il faut suivre le peloton et il faut pédaler. Là. Enfin, il s'agit pas de se limiter à 200 watts parce que il faut garder ses jambes pour la fin de la course. Ouais. Non, il faut être là. Le but c'est de suivre quoi. Ouais.
C'est aussi notre rôle en tant qu'entraîneur, c'est que, comme disait Olivier, aujourd'hui, les coureurs, ils arrivent et ils sont beaucoup forcément avec les capteurs, parce qu'on leur donne un capteur jeune pour avoir déjà des données de puissance, pour partager aux équipes. Il y a un vrai process de suivi avec ce capteur, mais notre rôle aussi, c'est des fois de les détacher un petit peu de ça et de dire, là aujourd'hui, par exemple, ça nous arrive de dire à un coureur, cette semaine, c'est pas tu retires le capteur, mais tu retires les pages de puissance et en gros, c'est entraînement seulement à sensation. Voire même sur des stages, des fois, on dit aujourd'hui, c'est séance, mais c'est séance sans puissance, quoi. Ah, mais ils doivent être... Des fois, il y en a, ils sont un petit peu perturbés, mais c'est aussi notre rôle de les détacher un petit peu de ça pour remettre un petit peu de sensation, parce que, comme on leur dit, en course, les mouvements de course, quand il faut attaquer, c'est pas le capteur qui le donne, il faut aussi un certain feeling de coursier, et ça passe aussi beaucoup par la sensation. Des fois, on a mal aux jambes, mais s'il faut y aller à ce moment-là, il faut y aller. Oui, et si mentalement on est bloqué parce qu'on se dit, tiens, là, c'est mon niveau de puissance max sur telle durée, je peux pas aller plus loin, c'est sûr qu'on... Enfin, je sais pas si certains coureurs raisonnent comme ça, mais... il peut y avoir forcément, j'imagine, des limites mentales qu'on se met. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, on insiste vraiment sur la dissociation entre l'utilisation à l'entraînement et en course. Et parfois, c'est vrai qu'on entend qu'il faudrait bannir le capteur de puissance du peloton. Alors, personnellement, en tant qu'entraîneur, je pense pas que ça change beaucoup de choses. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de garder le capteur de puissance et par exemple de ne pas l'avoir sur l'écran. Et par exemple, si vous discutez avec Stéphane, lui, je sais que sur certaines courses, si ce n'est toutes, il retire la page de puissance. Il a le capteur, mais par contre, il l'a pas en visuel pour vraiment focaliser sur ses sensations et ne pas être forcément... Même en chrono ? En chrono, c'est pas pareil. Non, je parle plus en course en sur ligne. Route. C'est différent parce que le contre-la-montre, il est vraiment face à lui-même, à une gestion de son corps. Alors qu'en course en peloton, on est dépendant aussi des autres coureurs qui vont inciter des mouvements de course. Et à ce moment-là, des fois, on doit y aller et faire en fonction de son instinct et ne pas se focaliser que sur son propre potentiel. Parce que des fois, on pourrait dire, là, je vais pas y aller parce que je suis un peu à la limite. Mais si c'est le mouvement qui va sortir et qui après va jouer la gagne, si on peut tenter d'y aller, il faut y aller à ce moment-là, quoi. Ça rassurera peut-être beaucoup non pas beaucoup d'ailleurs, mais certains de nos auditeurs qui parfois ont des doutes sur l'évolution du cyclisme, etc. Donc la place de l'humain, du feeling est toujours là dans le cyclisme. Oui, c'est important de préciser. Certains coups, il faut savoir que certains ont le capteur mais ne regardent pas forcément et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense justement pour ne pas être tributaire de ça. Les datas, ça restera toujours une aide à la décision et pas... on n'espère pas ce qui va décider tout ce qui se passe. Mais comme dans la vie en général, il faut que l'humain reste au centre. On a une autre archive sonore du coureur luxembourgeois de l'équipe Groupama FDJ, Kevin Genietz, dans son rapport justement à la performance selon les périodes. Je pense que la performance, c'est presque plus ma passion que le vélo en soi. C'est ça qui me mime et qui me motive aussi. Du coup, je suis plutôt calé dans tous les domaines. La récupération, l'entraînement, la nutrition, je pense qu'il y a tellement de domaines. Le sommeil aussi. Et il y a des périodes où c'est vraiment très important. J'essaie vraiment de tout aligner. Et du coup, c'est presque un job 24 heures sur 24 parce qu'il y a chaque minute dans la journée qui finalement fait un impact sur la performance. Et voilà, c'est très important de savoir quand on met ça en place parce qu'on ne peut pas vivre ça toute l'année. Moi, ma vie, c'est pas que le vélo. J'adore le vélo, je m'investis à 100% dans mon projet. Je pense que c'est aussi pourquoi aujourd'hui je suis là où je suis. Mais après, moi, mon numéro 1, c'est vraiment d'être heureux, d'être content de ce que je fais. Et voilà, j'aimerais vraiment bien... Aujourd'hui, j'ai un métier qui me plaît à 100% et une vie que j'aimerais pas changer avec la vie de quelqu'un d'autre. Super intéressant ce qu'il dit parce que justement, il est ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Il mêle son amour pour la vie et ces moments où il sait que toutes les minutes en effet vont compter. On a l'impression qu'en fait l'idée de la gestion de ces datas, c'est surtout de pas faire que ce soit trop en fait, qu'il n'y ait pas de burn-out par exemple quoi. Ça serait cette idée là en fait. Oui, effectivement, c'est un risque d'être trop focalisé sur ces données. Mais c'est un passionné, ça se voit. C'est sûr. Je pense qu'il a bien résumé un petit peu déjà tout ce qu'on a dit, parce que ce qui me plaît dans ce qu'a évoqué Kevin, c'est qu'il parle déjà de récupération avant de parler d'entraînement. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, où la récupération était presque plus importante parce qu'elle faisait progresser les athlètes. Vous êtes peut-être pas mal tous les deux, vous êtes peut-être bien à vos postes. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce qu'il évoque aussi, plus pour la partie un petit peu mentale, c'est que, comme on l'évoquait aussi plus tôt, le niveau sur les courses est de plus en plus important. Donc le niveau d'exigence à l'entraînement est aussi de plus important, ce qui fait que
que par moment dans l'année, on ait besoin de faire ce qu'on appelle des micro-coupures. C'est combien de jours, une micro-coupure? Ça va dépendre d'un coureur à l'autre, mais on va dire qu'on est minimum sur 4 jours jusqu'à 7 jours au maximum. Et c'est vraiment, donc comme on dit toujours aux coureurs, c'est avant tout forcément une récupération physique, mais aussi une récupération mentale. Et on leur demande sur ces périodes-là de vraiment débrancher. Même nous, on coupe un petit peu les relations avec eux pour faire en sorte qu'ils débranchent mentalement et qu'ils puissent se régénérer, parce que voilà, ils ont besoin de cette micro-coupure. Et parfois, un coureur sur une micro-coupure va revenir à son niveau physique très rapidement, parce qu'il va avoir retrouvé ce niveau de fraîcheur. Physiquement, on perd pas énormément sur quelques jours de coupure, mais le fait qu'on récupère cette fraîcheur mentale fait que on est capable d'aller chercher un niveau d'investissement qui est vraiment maximal, alors que quand on a un petit niveau de fatigue, même si le potentiel physique à la base est très bon, si la fatigue est là, elle s'installe gentiment, on peut ne pas aller chercher son potentiel maximal. Parce que c'est vraiment ces petits pourcentages de fraîcheur qui vont permettre d'aller stimuler l'organisme à 100%. Alors j'ai encore 2 questions. En 2030, ce sera quoi l'utilisation des data dans une équipe? Comment tu vois l'évolution, Olivier? C'était notre discussion ce matin, on s'est déjà un petit peu interrogé quand même. Difficile à dire quand même. Mais on imagine que, on a parlé un peu des données de glycémie qui arrivent, c'est des nouvelles données qui peuvent être connectées au compteur. On imagine que d'autres types de données vont arriver, pareil, pouvoir être connectées au compteur. Je pense aux données, par exemple, de vent, l'aérologie. Par exemple, aujourd'hui, on met des sondes pitot. Les sondes pitot, c'est les mêmes sondes qu'on trouve sur les avions pour mesurer le vent. Et ça va permettre d'avoir des mesures non pas en soufflerie, mais en conditions réelles. Parce que le vent est quand même totalement déterminant dans les courses de cyclisme et on a tendance à l'oublier. L'aérodynamisme du coureur, c'est un paramètre. On voit Remco Evenepoel, qui est un coureur qui est très aéro, il gagne aussi grâce à ça. Et ça, effectivement, ça c'est quelque chose que les coureurs travaillent à divers degrés, j'imagine. Stéphane Kung, par exemple, pour lui, c'est central. Et ça va être un outil supplémentaire, par exemple, ce genre de sonde. Et puis, on ne sait pas, l'avenir nous réserve beaucoup de surprises aussi. Mais ça veut dire que tu imagines quoi? Tu imagines qu'il y aura beaucoup plus de données? C'est le champ des possibles, en fait. Oui, c'est dans l'évolution de la société en général. Par exemple, sur les sports co, je pense foot, rugby et puis même les sports US. De plus en plus, ils font des analyses. Ils utilisent des programmes qui utilisent de l'intelligence artificielle, des algorithmes sophistiqués pour repérer les phases de jeu avec de la vidéo, à partir d'analyses vidéo. Alors après, sauf que eux, ils ont 36 caméras, tout est bien normé dans un stade. On pourrait faire ça sur le peloton, on peut imaginer ça. Oui, on peut. Il y a certainement des choses à faire. Et c'est des choses, je pense, qui se font pas encore dans le vélo, enfin, pas à ma connaissance. Effectivement, on va pouvoir tirer certainement dans l'avenir, en 2030, j'imagine que ce sera le cas, de l'information, même des données vidéo, des données de l'équipe 21 ou autres. Oui, parce que c'est ça aussi, est-ce qu'elles seront en direct, ces données, par exemple? Ce qu'on évoquait aussi ce matin, c'est que justement, dans l'évolution des choses qu'on peut avoir, il peut y avoir aussi ce qu'on voit dans les sports collectifs, avec par exemple un staff qui est sur le bord du terrain, qui reçoit les données en live. Alors nous, ça pourrait très bien être un data center qui reçoit toutes les données et qui à un moment donné communique avec les directeurs sportifs en disant attention, ce coureur-là a déjà beaucoup donné, ou alors attention, celui-là on devrait peut-être plus l'utiliser, ou le leader dépense trop d'énergie. Mais ça ressemble à un jeu vidéo là. Mais avec un regard extérieur, parce que c'est vrai que quand on est dans les voitures, c'est difficile d'avoir ce regard-là, mais c'est ce qui se fait déjà dans certains sports. Je pense notamment le rugby, le foot, où ils ont des data analystes sur le bord du terrain, puis ils vont procéder au remplacement. Alors nous, on peut pas remplacer les coureurs comme ça, mais eux fonctionnent ainsi. On pourrait très bien imaginer que ça fonctionne comme ça. Changer de leader, par exemple. Ouais, voilà. Mais après, c'est au détriment de ce qu'on évoquait aussi sur le côté humain. Parce que ça vous fait peur, tout, par exemple, ça, ou pas? Ouais, moi, ce côté-là me ferait un petit peu peur, parce que je pense que ça dénature aussi un petit peu l'activité et justement le profil coureur où on robotiserait un petit peu l'activité. Et je pense que ça dénature un petit peu trop. Non, je suis d'accord. Après, la mesure, ce sera les directeurs sportifs qui devront avoir un regard critique sur les datas qu'ils ont en temps réel. Simplement, pour moi, ce sera une aide à la décision, les données. Ce sera pas de la décision en elle-même. Comme dans la vie. Oui, comme dans la vie, au final. On y revient. C'est toujours le danger des algorithmes actuels. Il faut que ça reste de l'aide à la décision et pas de la décision. En effet, c'était très intéressant tout ça. En tout cas, j'ai une toute dernière question. Quelle est la course qui vous fait vibrer? La course où vous aimeriez voir gagner l'équipe Groupama FDJ?
Moi, c'est vrai que j'en ai eu une qui m'est arrivée instinctivement en tête. Après, j'y réfléchis en me disant est-ce qu'il n'y en a pas une autre. Donc, du coup, j'irais celle vers Paris-Roubaix qui m'est arrivée instinctivement en premier, comme ça. Donc, Pourquoi ? parce que c'est un monument, je dirais déjà un monument du vélo, une course spectaculaire, une course française. Je ne sais pas si c'est ça qui pèse le plus dans mon choix. Mais ouais, avant tout, le spectacle. Et ouais, je trouve ça vraiment incroyable. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'est pas concerté, mais j'avais prévu de dire la même chose. Incroyable. Non, Paris-Roubaix, c'est vrai qu'à la télé, c'est Enfin, pour moi, c'est la plus jolie course à regarder dans l'année. Et puis, à chaque fois, on voit que Stéphane n'est pas loin. Eh ben oui, bien sûr. Après, moi, je pense aussi au Tour des Flandres avec Stéphane, Valentin, pareil. Enfin, moi, ce qui me plaît beaucoup sur ce type de course, c'est qu'il y a à la fois, il y a beaucoup de dimensions qui sont sur lesquelles on travaille, à la fois le potentiel du coureur, l'équipement, et vu qu'on travaille un petit peu sur ces diverses sphères, forcément, du coup, on s'y retrouve aussi naturellement. J'aurais pu dire un contre-la-montre, mais voilà. Ça fait moins, c'est moins romantique. Quoi. Ouais, non. Et disons que le contre-la-montre ça a moins de charme. Le plus prestigieux va être celui des championnats, des Jeux Olympiques ou des championnats du monde. Oui, c'est vrai que Stéphane est sous les couleurs de la Suisse. Je peux pas m'engager sur une course équipe. Faut espérer qu'il a souvent été pas loin. C'est vrai qu'on aimerait le voir gagner sur un championnat. Bien sûr. Vice-champion du monde et vice-champion d'Europe. J'ai vraiment raisonné sur le maillot de l'équipe. Moi, je pense quand même à une autre course. C'est ça, je suis obligé. J'imagine bien Romain Grégoire gagner une Flèche Wallonne, par exemple, dans quelques années. Ah. Des courses qui lui, je pense, il a le profil pour. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Flèche Wallonne pour Romain. Ouais, je pense que ça peut lui correspondre, mais je le verrais moi plus sur une course un peu plus longue et difficile, type Liège, où on retrouve aussi les grimpeurs, mais où on est sur de la répétition d'efforts intenses et où je trouve que son profil correspond vraiment à ce genre de course. Ah, vous êtes en tout cas sur la même longueur d'onde de toute façon à la base. Merci beaucoup à vous deux, Anthony Bouillot, Olivier Mazneau. C'était très sympa d'en apprendre beaucoup plus et de vulgariser toutes ces données dans le cyclisme pour ce podcast donc de Face à Face par Groupama. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr.